J'ai la chance d'être avec un maestro, Yannick Pouspourikas. Bonjour. Bonjour. Qui va, pour quelques jours, présenter comment on appelle ça, le gala de l'école de danse? Oui, chaque année, l'école de danse de l'Opéra de Paris fait un spectacle avec l'orchestre. Et donc c'est maintenant, première demain, et 3 autres spectacles, les 1er, 3 et 4 avril, ici au Palais Garnier. Quelle est la responsabilité du chef d'orchestre dans ce gala? Est-ce que c'est plus important de faire ça pour une école, pour un ballet, je dirais, précis, pour un opéra, ou alors c'est à peu près la même façon de voir les choses? Alors, d'un point de vue artistique pur, c'est la même manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on est dans la fosse d'orchestre, on a sur scène un théâtre en musique, et à nous de lui donner les meilleurs rayons avec la musique, les caractérisations des situations et les tempi les plus adaptés. C'est-à-dire que vous feriez ça à l'opéra, il vous faudrait prendre le bon tempo pour le ténor, la chose où vraiment il va briller. Vous feriez ça avec un ballet, il vous faudrait prendre le bon tempo pour si le danseur saute très haut, il laisse le temps de sauter très haut et de redescendre. S'il est plus tonique, il va plus vite, le tempo adapté pour que ce soit vraiment au mieux. Et pour une école de danse, la particularité, c'est que la capacité musculaire des jeunes danseurs est différente. Donc mon travail consiste à adapter les tempi, s'il faut, c'est pas grand chose, m'entend pas, mais ça existe, et de faire une particulière attention au fait qu'ils ont moins d'expérience, et dans ce cadre-là, de continuer à faire mon métier de musicien, et de musicien de théâtre, à savoir caractériser dans ces contraintes-là, musicalement, toutes les esthétiques des 3 ballets qu'ils dansent. Vous avez beaucoup de répétitions avec je dirais l'ensemble du corps de ballet pour ce gala? Alors pour le ballet seul, on en a. Ballet plus orchestre, on en a eu 2, plus la générale hier soir. Donc ce sont des moments où tout le monde arrive prêt. Et où en fait on empile un tout petit peu les choses et on fait les réglages finaux qui ont été faits hier soir. Cet après-midi, par exemple, je retourne au ballet pour voir le ballet sans orchestre, pour reparler avec mademoiselle Platel, directrice de l'école de danse, des choses qu'on peut encore améliorer, des choses qu'il faut soigner. Et demain, on en revoit. C'est quand même, je dirais, pour moi qui suis complètement extérieur, je me demande toujours, mais comment peut-on atteindre une telle perfection? Quand on vient à l'opéra, c'est la perfection. L'opéra de Paris, je ne connais pas. C'est que ça soit la danse, que ce soit l'opéra, c'est toujours la perfection. Je suis toujours les yeux grands ouverts, enfin pas seulement les yeux, les oreilles sont plus importantes encore que les yeux. Donc il y a beaucoup de travail en amont. Il y a évidemment beaucoup de travail, mais il n'y a pas seulement du travail sur la série qu'on est en train de faire. Il y a une sorte de digestion. On dit qu'il faut 20 ans pour devenir chef d'orchestre, mais c'est pas fou. Chef d'orchestre d'opéra, j'entends. C'est-à-dire que la manière de comprendre le rapport au temps, le temps dont auront besoin les solistes, qu'ils soient chanteurs ou danseurs, la manière de gérer la distance, la manière de gérer une caractérisation d'atmosphère. Encore une fois, parce que c'est ça le vrai métier du théâtre. Quand vous avez des solistes qui peuvent colorer une chose d'une manière différente de la vôtre, ça prend beaucoup de temps. Mais ça prend des années à comprendre les points d'équilibre, les schémas qui fonctionnent. Si vous faites de la musique symphonique, vous êtes seul à colorer votre symphonie de Brahms. Donc à un moment, tant que vous êtes à peu près d'accord avec vous-même et que l'orchestre vous suit, je veux dire, le travail est beaucoup plus rapide. Mais si vous arriviez avec une conception du ballet 4 fois plus rapide que ce que les danseurs peuvent faire, ou dans l'opéra, des tempi qui ne vont pas et que la sopranade sont si bémol, il faut tout réadapter. Et ça, c'est pas un process qui se fait seulement sur la production. C'est cette maturation du fait que ces métiers-là sont des métiers d'équipe qui sont importants. Et ça, c'est beaucoup de travail. Donc cette compréhension du métier est en amont. Et après, les réglages sont évidemment sur la série. Quand on regarde votre carrière, vous avez quand même
touché un nombre de maisons d'opéra, non pas seulement d'opéra, là c'est une maison d'opéra. Je vais vous laisser citer les principales et les grands moments. Regardez, moi j'ai été assistant en début de carrière ici. À l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris, de 2000 à 2004, les 4 dernières années de Monsieur Gall. C'était des années très intéressantes. J'ai travaillé avec le chœur, j'ai travaillé également avec beaucoup de bandes. J'ai appris mon métier ici. Ça veut dire que pour moi aussi, c'est une soirée redirigée ici, c'est très important parce que finalement, je suis face à tous ces musiciens qui m'ont vu balbutier, mais aussi à qui j'ai tout chippé. J'ai chippé le niveau de professionnalisme, si on peut dire. Parce que ça, c'est une chose, quand vous dites l'Opéra de Paris, c'est parfait, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que si à un moment on est imprécis, ici on entend. Parce qu'on n'entend pas ici, on est habitué à un niveau meilleur. Et ça fait un drive. Quand on arrive, quand on est jeune apprenti, si je peux dire, je vous promets, ça fonctionne. Avant ça, moi j'étais donc là réellement en études à l'Opéra à Zurich. C'est pour ça que je dis que ce sont les deux maisons pour moi, disons, maternelles, où j'ai appris le métier. Mais encore une fois, là je l'ai appris à très haut niveau. Et après, évidemment, on passe de chef assistant à avoir des petits concerts, à avoir des petites productions, des productions moins petites. Et petit à petit, la carrière se développe. Mais elle se développe pour certaines maisons. Ils ont les grandes maisons européennes, ils savent que mon niveau d'exigence est là. Et c'est très bien, et ça s'est développé comme ça. Donc je vais à Budapest, oui, j'ai travaillé à Glyndebourne, l'Opéra de Paris, l'Opéra de Zurich, Mannheim, Essen, qui sont des très grandes maisons d'opéra. Et on est beaucoup d'artistes aujourd'hui sur cette planète, beaucoup très bons. Et donc, quand tout le monde a du travail, et il faut être très content quand on a du travail dans ce métier. Y a-t-il des rêves pour un maestro, je sais pas, de rencontrer soit le meilleur orchestre du monde, s'il existe, soit de rencontrer tel ténor ou tel soprane? Y a-t-il des rêves pour vous, tout au moins? Dans mon cas, pas trop, je dois dire, parce que, en fait, en avançant dans le métier, on se rend bien compte que personne n'est parfait. C'est-à-dire que si vous me preniez moi dans le bel canto, vous ne serez pas très content, et moi non plus d'ailleurs, pour ça que j'en fais pas. Alors on peut idéaliser un chanteur de bel canto parce qu'on sait qu'il fait une chose tellement fascinante qu'on n'osera pas faire soi. Oui, on aimerait les rencontrer. Après, est-ce qu'on veut faire la Philharmonie de Berlin? C'est devenu un orchestre iconique de par tous les enregistrements, tout ça, qui a une position un peu à part. Mais Karajan aussi, qui avait aidé, j'imagine. Exactement, c'était l'époque où on enregistrait tout. Et donc, la Philharmonie de Berlin est devenue extrêmement connue grâce à Deutsche Grammophon, si on peut dire. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle soit plus connue que la Philharmonie de Munich, si on peut dire. Quand Karajan a commencé, on doit quand même aussi dire que Berlin était meilleur. Mais disons que si vous allez écouter aujourd'hui Munich à Gasteig, c'est le même niveau. Sauf qu'on va tous dire la Philharmonie de Berlin aujourd'hui, dans le métier, comme chef, parce que c'est presque une croix à mettre dans son parcours. Ça a une position un peu à part. Mais sinon, je dois dire que ce qui est important pour moi dans mon métier, c'est d'arriver, quel que soit l'endroit où je travaille, avec des programmes et des pièces où je me dis, où je trouve la raison pourquoi on joue cette musique ici et maintenant. C'est-à-dire quelle est la fonction pour notre société de mon travail d'artiste et comment je peux mettre en écho, comme on dit, ce que je mets sur la scène avec la vie des gens. Par exemple, je trouve que, pour reparler du bel canto, écouter Norma est fantastique. Voir Norma au théâtre, cette histoire d'Astérix contre les Romains, mais pas indispensable. La musique est fabuleuse, je trouve qu'il faut continuer à la faire pour sa vocalité, mais je ne me battrai pas pour faire ce théâtre-là. Donc oui, on a des rêves, mais on a des rêves aussi qui sont, dans mon cas, teintés d'une petite vision artistique qui est presque un peu politique au sens pourquoi on fait ce métier ici et maintenant. Les 3 ballets qu'on fait cette année ici sont 3 ballets français parfaitement choisis par une Mademoiselle Platel pour les 350 ans de l'Opéra de Paris.
C'est quoi? Ça me semble pas parfait. Si je peux me... Les deux pigeons, d'ores et déjà, les conservatoires, qui sont 3 très belles partitions, qui nous font ce qu'on appelle une soirée mixte, c'est-à-dire que c'est pas une soirée qui nous raconte une seule histoire, mais 3 différents titres. Et je trouve aussi ça très judicieux par rapport aux jeunes danseurs. Si on devait leur donner un Roméo et Juliette à porter une soirée complète pour les rôles principaux, requiert une certaine maturation quand même, qu'on attendra de très vite, mais peut-être pas encore. Lorsque je vous écoutais tout à l'heure, j'ai entendu souvent le mot rencontre. Les rencontres sont importantes dans ce métier? Bien sûr, dans ce métier, vous parlez de chef d'orchestre? De maestro, oui. Oui, parce que je sonne pas. Moi, je sonne pas. Ça veut dire que pour que je puisse travailler, il faut qu'un directeur d'orchestre, un directeur d'opéra, décide de me faire confiance. Comme jeune chef, on lui donne un petit projet, puis un autre, on puisse se dire, tiens non, là, il y a ce projet qu'on veut faire, ça, ce chef fera ça très bien. Donc en fait, pour qu'on pense à nous, il faut que notre nom existe. Ça veut dire qu'il faut rencontrer les gens, il faut rencontrer quelque part, ce qu'on va dire avec un mot pas parfait, les décideurs. Et les décideurs, ce sont les grands directeurs d'opéra et les collègues influents. C'est-à-dire, si aujourd'hui, M. Barenboim décide de vous donner un concert, une représentation à l'opéra à Berlin, oui, il peut impacter sérieusement votre carrière. Et c'est clair que si vous connaissez aucun des intendants importants de l'Europe, et si votre nom n'arrive jamais jusqu'à leur bureau, ils ne pourront jamais penser à vous. Donc il y a des rencontres comme ça qui font des carrières, et la carrière ne peut pas se faire sans que, en parallèle, pendant tout ce cheminement, qui est encore un cheminement d'une vie, mais qui prend au départ pas mal de temps, sans que ces rencontres-là soient doublées de rencontres artistiques. Parce que si moi on me donne une chance, mais que j'ai rien à dire, la chance elle passe, on dit ah oui, il a fait très bien, c'était comment, bon, bien pour un jeune, en gros ça voudra dire mièvre, et puis ça va s'arrêter là. Et donc pour qu'on ait des choses à défendre, des choses à dire, je pense que les rencontres ça aide, je pense que si on est des caractères, il y a des gens qui n'ont jamais ce caractère-là, et d'autres qui ont toujours, comment dire, l'art militant, l'art de vouloir raconter une histoire, l'art de vouloir se dire non, ça c'est important pour la société aujourd'hui. Et donc il y a 2 types de rencontres. Il y a les rencontres artistiques, où beaucoup de metteurs en scène, beaucoup d'autres musiciens peuvent nous nourrir. Et après les rencontres, disons, artistiques plus décision, parce que beaucoup de ces grands directeurs d'opéra sont des artistes. Dans la manière juste même de penser, de concevoir les idées, de les mélanger, ce sont des artistes également. On va terminer par une petite question. Quelle est la prochaine opportunité pour vous voir diriger avec votre baguette un orchestre? Alors c'est... Enfin, ou les prochaines. Oui, la prochaine, donc on finit ici le 4, et je commence le 7 avril à Thessalonique avec 5e de Mahler et les 4 Magalieder de Strauss. Donc c'est un très très beau programme, programme allemand par excellence, le romantisme pur. Pour moi c'est un concert important, je suis d'origine grecque, j'ai toujours mon père, et Thessalonique est sa ville, et je vais faire ce concert qui pour moi reprend une importance particulière là-bas. Et puis après je vais en Autriche pour faire un concert au festival St. Pölten, où je fais tableau d'une exposition et l'oiseau de feu. Donc ça, ce sont les 2 prochains projets. Après, il y a le Sacre du Printemps à Essen en Allemagne, et pour les opéras en plein air cet été, Tosca, en région parisienne, à Paris, aux Invalides, et à Carcassonne. Alors je vais terminer parce que quand on est rentré dans cette loge de l'Opéra de Paris, vous m'avez dit certaines choses, et ça me fait tout drôle, j'ai l'impression d'avoir le regard d'un très très grand monsieur du cinéma qui pèse sur nous. Oui, parce que La Grande Vadrouille a été tournée en grande partie donc, au Palais Garnier, avec Louis de Funès dans la fosse, en gueulant les bassons.
Et il y a une scène fameuse qui se passe dans la loge du chef d'orchestre, où on a le parachutiste anglais qui en fait est dans une armoire ici, à la place du piano. Cette loge, qui s'appelle la loge Fanny Eldy, qui sert pour les chefs d'orchestre à l'Opéra à Paris, au Palais Garnier, et la loge, dans l'état qu'elle est, dans son jus, où a été tournée La Grande Vadrouille, avec la grande exposition maintenant, je crois, à la Cinémathèque, en ce moment pour Louis de Funès. Bah écoutez, je vous remercie et puis je suis certain qu'on va se retrouver très vite, ne serait-ce que pour parler d'opéra en plein air. Merci à vous. À très bientôt. Merci.